Bonjour, bienvenue à notre présentation aujourd'hui du conseil en évolution professionnelle. Apparemment, vous êtes très nombreux, donc bienvenue à tous et toutes. Une première partie sur laquelle je vais m'attarder sur la raison sûrement pour laquelle vous vous êtes inscrit sur ce webinaire qui est les seniors et le CEP pour les seniors. Et puis une deuxième partie où je reviendrai sur le conseil en évolution professionnelle, sa définition, à quoi ça sert, etc. Je suis agréablement accompagné cet après-midi de Karine Sauvageau, qui est également de l'APEC, et Bonjour à qui, tous. voilà, et qui va gérer le chat, puisque comme vous l'avez deviné, si vous êtes déjà utilisateur, nous ne pourrons échanger qu'à travers ce chat. Alors, vous avez la possibilité aussi de poser des questions, mais dans l'idéal, pour qu'on puisse vraiment lire l'ensemble de vos questions, Restez sur le chat. essayez de ne rester que sur le chat pour que Karine puisse y répondre au fur et à mesure. Et je prendrai quand même un temps à l'issue de la première partie pour tenter de répondre à celles auxquelles elle n'aurait pas répondu ou pour apporter éventuellement une précision. Et il nous restera un quart d'heure à la fin pour la deuxième salve de questions, si vous en avez. Voilà. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés pour que je puisse donc continuer. Ah, mais je vois que je vois plus mon document. Alors déjà, il y a un souci. Effectivement, je vois plus le document. Où est-ce que... Partager. Ah, bah, je vais le partager. Il avait disparu. Ok. Ah, ah bah alors là, Tu l'as pas, Stéphane? bah, je l'ai, mais je le Si, il est vois en bas. pas. Je le vois en bas, moi. Oui, oui. Alors, attends. Ah oui, pardon. Ouais, Ça y est, voilà. Ouais. autant pour moi. Il était en petite vignette. Tout petit. Ok, donc les conseils, je vous les ai donnés. Voilà, donc plutôt utiliser le chat pour qu'on puisse échanger ensemble. Nous sommes là avec d'autres partenaires pour vous présenter la semaine de l'évolution professionnelle. Alors pour ceux qui ont déjà sollicité peut-être d'autres opérateurs du CEP, on va retrouver le groupe EVA, en tout cas pour la Bourgogne-Franche-Comté, mais il y en a d'autres dans d'autres régions. Mais on prendra le temps de vous expliquer les autres partenaires du CEP, mais voici les principaux, en tout cas ceux qui participent aux autres webinaires sur lesquels vous pouvez vous inscrire évidemment si ce n'est pas déjà fait, puisque la semaine de l'évolution professionnelle, comme vous pouvez voir, c'est encore jusqu'au 20 octobre, donc il n'est pas trop tard pour s'inscrire à d'autres interventions. Alors, la grande question de cet après-midi sera comment je gère ma carrière au-delà de 50 ans. Voilà. C'est pour ça peut-être qu'ils m'ont demandé d'intervenir, parce que voilà, je faisais partie des seniors concernés par le sujet. On va s'interroger sur ce qu'est un senior. On va évidemment, parce qu'il y en a de nombreux, s'interroger sur les atouts des seniors, les stéréotypes, donc on va dire quels sont plutôt ce qui sont considérés comme les freins pour les recruteurs des seniors, comment on lève les freins, comment on mobilise des leviers, et puis comme je disais, dernière partie, qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle? Alors, vous pouvez profiter du chat pour répondre à la question, même si j'y réponds déjà sur ce slide-là. À quel âge en est un senior selon vous? Alors, donc, je donne la réponse. Peut-être qu'on peut prendre 2 minutes, si vous, ça me permettra aussi de voir si chacun. Ouais. Mhm. Bon, pour l'instant, personne ne m'a répondu 25 ans. Ouais, c'est ça, oui, 45, 50, oui. Ah. Alors, si je fais une moyenne, on va dire ça fait 47 et demi, 55. Ah, on monte en gamme.
Alors oui, on est senior à partir de 45 ans dans certains cas. Même 60, oui. Alors, à partir du moment où on est à 45, on l'est d'autant plus à 60. Mais vous voyez, la définition, elle est distincte selon qui vous avez en face de vous. Déjà dans le monde du travail, on est senior à partir de 45 ans. Pour avoir travaillé sur une expérimentation spécifique aux seniors, ça commençait à partir de 45 ans. Déjà à l'époque, ça me faisait peur en me disant ah, bon, bah, là, je suis encore plus concerné. Pour les statistiques, c'est 50 ans. Dans les politiques de l'emploi, c'est même 57 ans, CDD senior, et pour l'emploi, la durée des indemnités qui est plus longue, 57 ans. J'allais dire pour la retraite, c'est plus tout à fait le cas, mais pour certaines prestations, c'est 60 ans. Et puis dans le domaine médical, on est senior à 70 ans. Donc c'est déjà pour vous dire que nous, à l'APEC, on ne va pas considérer votre âge, on va surtout considérer votre expérience professionnelle. Et on peut se sentir senior dès 45 ans parce qu'on a de l'expérience professionnelle. On peut être senior dans son activité professionnelle et on peut ne pas se sentir senior du tout à travers son âge et à travers évidemment son parcours professionnel. On a interrogé les entreprises. Alors tout ce que je vais vous montrer, vous allez retrouver sur une étude de l'APEC. Pour ceux qui sont utilisateurs des études de l'APEC, c'est sur le site de l'APEC. Si vous tapez sur Google étude APEC, le lien va vous être donné. Donc c'est une étude de l'APEC où on a interrogé les recruteurs, voilà, et on leur a demandé pour vous qu'est-ce qui est intéressant si vous devez choisir parmi des candidats, pourquoi vous choisiriez un senior. Voilà. Donc voilà leur réponse, hein, évidemment, leur expérience et leur expertise. Alors, comment on différencie l'expérience de l'expertise? Moi, je dirais que l'expertise, c'est pas nécessairement une question d'expérience professionnelle. Une expertise, elle peut venir par la répétition d'une activité. Voilà. Un tennisman qui refait et refait et refait son coup, il devient expert dans ce coup-là. L'expérience professionnelle, c'est des expériences, c'est-à-dire avoir plusieurs environnements dans lesquels on va pouvoir développer des solutions. Donc on peut avoir de l'expérience et de l'expertise, on ne peut avoir que de l'expertise. L'avantage d'être senior, c'est que souvent, on a et l'expérience et l'expertise. C'est pour ça que les recruteurs affichent ces deux éléments-là dans le choix d'un candidat dit senior. Évidemment, la connaissance des clients. Plus on est dans le domaine, plus on est dans le métier, plus on a développé de la clientèle, plus on a rencontré des fournisseurs, plus on a rencontré des partenaires. Donc c'est cette expérience-là qui est évidemment demandée. La connaissance des rouages de l'interne, et oui, on en a vu tous les services, donc on a une vraie connaissance de l'entreprise. Et puis bien sûr, les qualités relationnelles. Voilà. La connaissance de l'histoire de l'entreprise, parfois c'est très important de la connaître pour comprendre aussi certaines décisions ou certaines stratégies décidées par l'entreprise. Donc, ça fait partie des atouts des seniors. Ils sont évidemment recherchés ou choisis pour leur maturité, évidemment, c'est-à-dire leur capacité à transmettre les connaissances. Hein. On dit souvent que c'est à partir d'un certain âge qu'on a envie de transmettre, et c'est souvent auprès de personnes seniors qu'on va confier les tuteurs, les apprentis, parce qu'ils sont dans cette capacité d'expliquer et de transférer leurs connaissances, leur capacité à désamorcer un conflit, voilà, c'est d'actualité, leur capacité à prendre des décisions, les capacités à évaluer les difficultés, bien sûr. L'avantage d'avoir de l'expérience, c'est que parfois on est capable de dire ça va prendre 10 minutes ou ça va nous prendre du temps parce qu'on a déjà expérimenté. Avoir de l'expérience professionnelle, c'est avoir des expériences professionnelles. Donc c'est en capacité de dire ce problème-là, je l'ai déjà rencontré. Donc je suis capable d'évaluer s'il sera rapide à résoudre ou s'il nous faudra du temps.
et du matériel et des hommes. Et c'est donc ça l'intérêt de recruter un senior. Évidemment, le pilotage de projet, puisqu'on est capable de créer des équipes, de fonctionner en mode projet. Ça, c'est ce qu'on apprend souvent avec le temps et donc avec l'expérience. Et puis les relations avec le client qui ne se fondent et qui ne se solidifient qu'avec le temps. Voilà, on a fait la preuve d'être disponible. On a régulièrement pu résoudre le problème du client. Donc, en effet, c'est ça aussi que le temps permet, que l'expérience permet. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui mis en avant de la part des recruteurs. La prise de recul, évidemment, la posture relationnelle, d'abord parce que souvent, quand on est senior, on n'a plus nécessairement des velléités de faire son trou. On l'a fait, on est légitime. Donc on peut être un peu plus souple dans ses relations avec son manager, mais aussi, pourquoi pas, avec le reste de l'équipe. On ne se considère plus tout à fait en concurrence. Il n'y a pas de conflit intergénérationnel, même si ça peut faire partie des craintes parfois des recruteurs, qui peuvent parfois dire: «Je ne recrute pas de personnes seniors parce que j'ai peur qu'elles soient en conflit avec les générations plus jeunes». Alors ça, le recruteur, il dit ça quand lui-même, il est plus jeune. Voilà, je dirais, c'est souvent l'idée qui se fait d'un senior. Il a parfois du mal à imaginer qu'il puisse manager quelqu'un de plus âgé. Alors, évidemment, ce n'est pas vrai, hein. Les études prouvent qu'on peut tout à fait manager quelqu'un qui a 20 ans de plus que nous. C'est simplement une idée que la personne peut avoir, surtout si cette personne est en début de carrière, en début de management, parce qu'elle n'a pas encore assez d'expérience de management de personnes plus âgées. Et je dis toujours, c'est tout à fait normal puisque quand on a 25 ans, les seules personnes que l'on connaisse qui sont seniors, ce sont ses parents. Donc on a toujours du mal à imaginer qu'on puisse manager son père ou sa mère. Donc c'est pour ça que parfois, il y a des réticences de la part de certains recruteurs d'embaucher un cadre senior. Mais sinon, ils sont appréciés au contraire pour leur capacité à pouvoir travailler avec des personnes de toutes générations confondues et au contraire même souvent est appréciés pour leur capacité à transmettre, à expliquer et à être aidant dans l'activité. Euh, c'est la suite logique de ce que je viens de préciser. Évidemment, les gens sont aussi des régulateurs dans l'entreprise, hein. Ils sont souvent loyaux envers l'entreprise, parce qu'ils ont souvent une certaine ancienneté aussi dans l'entreprise. Donc c'est la figure paternelle, la personne vers laquelle on va aller naturellement quand on a besoin d'aide. Parce qu'on sait aussi qu'ils ont souvent la connaissance de l'entreprise, des méandres de l'entreprise, de ce qui est dit, mais aussi de ce qui n'est pas toujours dit. Ils ont le recul nécessaire qui permet à une personne d'aller naturellement demander du conseil. Voilà, donc c'est aussi apprécié de la part des recruteurs cette ancienneté, cette seniorité ou cette senioritude pour les recruteurs. Il y a évidemment des freins, je vous mentirais pas, hein. Si je vous disais chic, 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 on est tous concernés, on est tous seniors, on est attendus, les bras ouverts par les entreprises. D'ailleurs, sur les annonces, c'est indiqué, hein, vous avez plus de 50 ans, vous serez choisi en priorité. Bien sûr que non, on le sait. Il y a quand même en France une certaine réticence de la part de certains recruteurs d'embaucher des seniors. Pour les raisons qui sont évoquées sur ce slide, on a parfois l'impression qu'ils seront plus chers, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, parce que le salaire, il n'est pas lié à l'âge. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on est plus cher. On est plus cher parce qu'on a développé une expertise, une expérience qui entraîne une expertise et qui donc fait qu'on est plus cher. C'est l'expertise qu'on achète, c'est pas l'ancienneté ou l'âge. Donc à partir du moment où on veut une expertise, le salaire, il est en conséquence. Donc on ne peut pas en même temps dire vous êtes trop cher, mais je veux quand même cette expertise. Un recruteur qui cherche votre expertise, il doit verser le salaire qui est en lien avec l'expertise. Par contre,
attention, quand on est senior, de bien lier la prétention salariale à cette expertise et non pas à son ancienneté. On dit pas tout simplement je suis plus cher parce que j'ai 30 ans d'expérience. C'est pas l'expérience qui fait l'expertise. Par contre, l'expérience peut entraîner un certain nombre de compétences qu'on a vues, voilà, et ça a évidemment un prix. Parfois, on préfère plutôt un diplôme qu'une expérience, parce qu'un diplôme, bah, on va dire c'est factuel. C'est facile on a une idée de ce que vaut le diplôme. Hein, bac+3, bac+4, bac+5, on a une idée de ce qui se cache derrière. L'expérience professionnelle, c'est plus difficile. Il faut voir la personne sur le terrain pour évaluer qu'en effet, cette expérience, elle a une vraie spécificité, de vrais atouts, une vraie plus-value pour l'entreprise. Donc c'est vrai qu'au départ, à la lecture d'un CV, on va s'arrêter sur des choses qui semblent être factuelles, qui peuvent être le diplôme. Et reprocher parfois aux seniors le manque de flexibilité. Alors ça, c'est pas vrai parce que la génération des seniors, et je me sens concerné, je m'intègre dedans. C'est une génération qui a connu de grands bouleversements, l'évolution de l'informatique, l'évolution du numérique. Donc on est une génération qui a su s'adapter à tous ces outils-là et qui aujourd'hui les utilise dans son activité professionnelle. Donc on ne peut pas aujourd'hui reprocher à quelqu'un qui aurait plus de 50 ans de ne pas avoir fait preuve de flexibilité. Je dirais même que c'est son expérience professionnelle qui lui a fait développer cette flexibilité, puisque la flexibilité, c'est bien de pouvoir dire j'ai pu travailler dans des univers différents, avec des personnes différentes, sur des projets différents. Et on peut d'autant plus facilement témoigner à 50 ans qu'à 25 ans, puisqu'on n'a pas l'expérience qui permette de prouver tout cela. Donc la flexibilité, c'est évidemment lié à la personnalité, mais ce n'est pas seulement une question d'âge. On connaît des personnes qui peuvent avoir 25 ans et être inflexibles ou pas très flexibles, et des personnes de plus de 50 ans qui ont une grande flexibilité. Donc il y a une question de caractère, mais il y a surtout une question d'expérience de cette flexibilité, de ces capacités d'adaptation que les seniors ont développées aujourd'hui depuis 30 ans. Donc il n'y a pas de, en fait, il y a rien, il n'y a pas d'éléments factuels qui disent que les seniors sont moins flexibles. Mais c'est en effet souvent une idée que l'on se fait des seniors. Les outils informatiques, alors oui, évidemment, si on vous demande de devenir un spécialiste de la programmation, oui, évidemment, ça sera peut-être plus difficile, hein, les capacités d'apprentissage au-delà de 50 ans sont différentes. Oui, bah, j'imagine que vous ne voulez pas tous être dans la programmation, et les seniors aujourd'hui utilisent les mêmes outils que les autres personnes au niveau professionnel. Et nous, on le sait par rapport aux cadres qu'on en accompagne, les cadres aujourd'hui n'ont aucune difficulté majeure pour utiliser tous les outils qu'on leur demande d'utiliser pour leur activité. Ils se sont formés, ils ont appris sur le tas. Mais là aussi, c'est voilà, un fantasme souvent de dire oui, mais les outils informatiques, ils vont vite, ils se développent vite, la personne ne va pas pouvoir suivre. Si. Euh, Moi, je me souviens que à l'école, quand on faisait des photocopies, ça sentait l'alcool. Donc on est quand même passé de la génération où on faisait des photocopies avec de l'alcool à la génération qui envoie des messages via son téléphone portable. Donc on ne peut pas nous accuser de ne pas nous être adaptés à cette évolution des outils numériques et informatiques. Voilà. Donc face à ces recruteurs qui peuvent éventuellement avoir des réticences à nous choisir en tant que seniors, ou à nous continuer de nous développer nos compétences si on est en activité et nous faire évoluer. Comme je le disais, il faut faire attention quand on se positionne en termes de salaire. Il y a un effort à faire de bien vérifier que le salaire que l'on demande n'est pas lié à son ancienneté, mais bien le salaire de la fonction. Si vous êtes curieux, vous pouvez utiliser notre simulateur de salaire sur le site de l'APEC qui vous permet de vous positionner en fonction de votre métier, votre expérience, votre diplôme,
votre secteur d'activité, s'il y a du management, une dimension internationale. Voilà, vous allez pouvoir vous positionner. Et attention, comme je le dis toujours, vous ne choisissez pas, vous ne prétendez pas un salaire parce que vous aviez ce salaire-là dans votre entreprise précédente, évidemment que non. Et vous ne positionnez pas un salaire par rapport à votre ancienneté, mais vraiment en fonction de votre expertise. C'est ça qu'on achète, c'est d'abord votre expertise. On dépasse les freins en identifiant les besoins des compétences. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui apparaît dans les offres d'emploi? Quels sont les savoir-être qui sont aussi demandés aujourd'hui, et pas seulement les savoir-faire métiers, quels sont les savoir-être demandés, les fameux soft skills qui sont demandés et qui sont de plus en plus importants pour les entreprises. Donc, voilà. Est-ce que je suis en capacité de mettre en avant ces savoir-être, ces soft skills? Quelles sont les entreprises qui recrutent? Et là aussi, sur le site de l'APEC, vous avez cette information-là, directement à travers les offres, indirectement sur l'outil qui dit voilà les entreprises qui ont régulièrement du recrutement. Et quels sont mes points forts? Donc, identifier ces points forts, c'est aussi un service que vous pouvez avoir à travers un de nos ateliers, un de nos web ateliers à l'APEC, qui s'appelle Senior, identifier les atouts de votre expérience. Voilà, donc on vous aide vraiment à faire le point sur vos atouts, vos savoir-faire, vos savoir-être, votre expertise, qui permettent de mettre en avant tout ça plutôt que le recruteur s'appuie uniquement sur votre âge. Donc ça, c'est tout ce que vous retrouverez sur l'accompagnement APEX, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, sur le CEP. Donc je dirais, le travail consiste surtout à anticiper les doutes des recruteurs et préparer son argument pour dire non, je ne suis pas aussi cher que vous l'imaginez, non, je ne suis pas largué par l'informatique, oui, je suis tout à fait capable de m'adapter, oui, j'ai une vraie richesse pour vos équipes. Tout ça, ça s'anticipe, ça se prépare et ça ne sera pas vu aujourd'hui, mais ce sera vu dans le cadre de web ateliers que l'on propose à l'APEC. Il faut évidemment être flexible dans le type de contrat. Hein. On peut aussi imaginer en dernière partie de carrière ou en seconde partie de carrière fonctionner autrement qu'avec un CDI à temps plein. Donc vous avez plein de possibilités. Évidemment le CDD, l'intérim, mais le portage salarial pour ceux qui peuvent se proposer de la prestation intellectuelle, le management de transition, la création d'entreprise, bien évidemment. Là aussi, pour ceux qui veulent plus d'informations sur ce type de contrat, l'APEC fait un web atelier qui s'appelle Autres formes d'activité et sur lequel vous aurez le détail de ces diverses possibilités de fonctionner autrement qu'en CDI à temps plein. J'arrive à ma deuxième partie, c'est-à-dire qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle? On est dans les temps, puisqu'il nous voilà, on a 5-6 minutes éventuellement pour répondre à des premières questions. Et donc je donne la parole à mon binôme de luxe, Karine. Oui, Stéphane, tu as une première question. Enfin, il y a eu plusieurs en fait qui veulent dire sur les mêmes thématiques. Aurons-nous la présentation du webinaire? Est-ce Alors, que voilà, c'est le pas support? vous n'aurez pas le support puisqu'en fait le webinaire est enregistré, comme vous pouvez le voir. Mmh. Donc il sera en replay. Donc à tout instant, vous avez accès au replay, donc vous pourrez aller chercher la slide qui vous intéresse et vous n'avez évidemment pas eu le temps de prendre des notes. Vous pourrez le faire en mettant le replay en pause et prendre des notes. Une autre question, Karine? C'était tout pour le moment. Ah, parfait. Bon, ça veut dire Tu peux que continuer. oui, bah, tant mieux, on aura plus de temps peut-être pour les questions à la fin. Oui. Alors, le CEP,
qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Qu'est-ce que c'est que ce sigle? Le conseil en évolution professionnelle. Alors, on en a entendu parler. On voit parfois le petit logo Mon conseil en évolution professionnelle. C'est quelque chose qui a été mis en place il y a quelques années maintenant pour permettre à toute personne, quel que soit son statut, salarié, demandeur d'emploi, cadre, non cadre, il y a une reconnaissance handicapé ou des jeunes de moins de 25 ans, de pouvoir réfléchir à son évolution professionnelle, s'interroger à tout instant et pouvoir rencontrer un professionnel. Alors, ça existait déjà un petit peu pour certaines catégories de la population. Quand on était demandeur d'emploi, on allait rencontrer son conseiller à Pôle emploi et ça faisait partie des questions qui étaient traitées par le conseiller Pôle emploi. Donc sur cet aspect-là, je dirais, il n'y a pas grand-chose de plus, en tout cas pour les demandeurs d'emploi. Pour l'APEC, pour les cadres qui étaient en activité ou en recherche d'emploi, c'était également une possibilité d'aller rencontrer un consultant et de réfléchir à son évolution professionnelle. Pour les personnes handicapées, il y avait aussi les Cap Emploi, donc il reste l'opérateur du CEP. Il y avait déjà des services de rendu, mais ceux qui n'avaient pas de service rendu, c'était surtout les personnes qui étaient en activité, mais qui n'étaient pas cadres. Voilà. Et là, ils allaient frapper à la porte de l'APEC qui disait je peux vous recevoir, mais je ne serai peut-être pas d'une grande aide parce qu'on n'a pas nécessairement une vraie plus-value à apporter pour des personnes qui sont non cadres. Ils allaient à Pôle emploi qui leur disait bah non, vous ne pouvez pas venir nous voir, attendez d'être en démarche de recherche d'emploi. Donc le CEP a été plutôt développé dans cet objectif-là de dire aujourd'hui, même les personnes en activité, non cadres, voilà, peuvent rencontrer quelqu'un. Mais surtout, ça a été développé dans le sens où on disait, il faut que les personnes n'aient pas trop à se déplacer. Donc, il ne faut pas qu'ils fassent 80 km parce que la personne, elle est cadre, elle habite Montbéliard, et puis il y avait à l'époque pas d'APEC à Montbéliard, il fallait qu'elle vienne à Besançon. Donc, a été aussi développé dans le cadre du CEP le choix de prestataires régionaux. On a vu tout à l'heure dans la slide le groupe EVA. Ben voilà, c'est le groupe EVA qui, en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, est le prestataire que l'on peut rencontrer sans avoir besoin de faire trop de kilomètres et rencontrer en face à face. Même si maintenant, la plupart des prestataires du CEP, évidemment, ont développé des outils pour rencontrer aussi à distance. Mais en tout cas, en face à face, aujourd'hui, grâce au CEP, on peut rencontrer un consultant, quel que soit son statut, pour travailler ce qui est affiché sur le slide, tester son projet professionnel, développer ses outils de recherche d'emploi, confronter son projet au marché du travail, entretenir son employabilité. C'est tout ça que vous trouvez dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Alors, pour que ce soit un conseil en évolution professionnelle, ça doit respecter l'ensemble de ces éléments-là. Alors, c'est gratuit. Donc, si jamais demain, quelqu'un vient frapper à votre porte ou vous recevez un message de quelqu'un qui vous dit je fais du CEP moyennant un chèque, il ne faut pas le croire puisque le CEP est gratuit dans les principaux prestataires qui étaient déjà gratuits, hein, Pôle emploi et l'APEC et Cap emploi étaient déjà des prestataires gratuits pour diverses raisons. Là, le CEP, il continue d'être gratuit, même chez les prestataires qui ont été choisis localement, régionalement, qui font donc ça gratuitement et donc vous n'avez rien à payer. C'est confidentiel, c'est l'intérêt du CEP, c'est-à-dire évidemment que l'objectif c'était de dire j'ai un projet professionnel, je ne veux pas en parler nécessairement à mon DRH, à mon entreprise, parce que ça peut peut-être entraîner un départ de mon entreprise. Et il faut que j'en parle à quelqu'un qui est neutre. Et donc, c'est bien l'objet du CEP, c'est de rencontrer quelqu'un qui n'a aucun lien avec l'entreprise, et que ce n'est pas l'entreprise qui paye, et donc aucune crainte à avoir quant à la confidentialité des échanges. Vous pouvez dire tout le mal que vous voulez de votre manager pendant votre entretien avec votre consultant. Ça ne remontera pas aux oreilles de votre manager. C'est neutre dans le sens où, évidemment, il n'y a pas de la part du conseiller en CEP l'envie de vous diriger vers un poste ou vers un secteur d'activité. Hein.
Il y a vraiment neutralité quant à tous les plans d'action qui seront les vôtres à l'issue des entretiens. L'accessibilité, c'est ce que j'expliquais, il faut que ce soit qu'on n'ait pas trop de kilomètres à faire pour rencontrer son consultant, qu'on puisse voir ou en face à face ou par téléphone ou via Teams, mais en tout cas que ce soit le plus facilement possible, même pendant les heures de bureau, voilà, entre midi et deux ou le soir après le travail. Et c'est évidemment impartial dans le sens où, comme c'est financé ni par les entreprises, ni par les personnes elles-mêmes, ça, voilà, il y a une totale impartialité quant à l'accompagnement qui est fait. Voilà les principaux acteurs que l'on retrouve aujourd'hui parmi les opérateurs du CEP. Donc, votre droit de toute Cap emploi, là, ça concerne les personnes qui ont une reconnaissance travailleurs handicapés. Les missions locales, pour les jeunes de moins de 26 ans. Les demandeurs d'emploi connaissent tous Pôle emploi qui va devenir France Travail. Les cadres vont être reçus par mes collègues Karine et moi à l'APEC. Et puis, les personnes qui ne sont donc pas dans ces catégories-là, donc qui sont plutôt des actifs, donc cadres, peuvent être reçus par le 5e prestataire. Il y a plusieurs noms. Pourquoi? Puisque ce sont des prestataires qui ont été choisis suite à un appel d'offres régionalement. Et donc, ce ne sont pas toujours les mêmes. Mais en tout cas, le service, lui, est le même, quel que soit le prestataire. Et là aussi, c'est gratuit, évidemment. Donc, vous avez l'embarras du choix. Alors, on peut parfois correspondre à plusieurs critères. On peut être demandeur d'emploi, cadre et en situation de handicap. Donc là, vous voyez, on peut faire appel à un de ces 3 opérateurs. Donc là, je dirais, ça va tout simplement dépendre de la disponibilité. Voilà, est-ce qu'il y en a un qui est plus proche de son domicile que l'autre? Si la PEC est à 80 km et le Cap emploi en face de chez soi, peut-être qu'on va choisir le Cap emploi. Ça va dépendre aussi, évidemment, du projet professionnel qu'elle tient. Si on veut vraiment rester sur une fonction cadre, qu'on veut vraiment travailler sur un projet cadre, c'est peut-être préférable de rencontrer l'APEC. Voilà. Mais sachez qu'il n'y a pas de. Voilà, on ne va pas vous dire. Pôle emploi ne va pas vous dire non, vous êtes cadre, vous allez aller rencontrer votre APEC. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez tout à fait avoir un CEP à votre Pôle emploi. Voilà. Donc, en fonction de votre statut, vous est proposé l'ensemble de ces prestataires. Le CEP. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec vous si vous venez nous voir dans le cadre du CEP? Évidemment, l'évolution professionnelle. Je suis en poste, je veux évoluer dans mon entreprise sur des postes avec peut-être plus de management. Je voudrais réfléchir à cette évolution professionnelle. Est-ce que j'en ai aujourd'hui les capacités? Est-ce qu'il faut que je passe par de la formation? Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il en était? Donc, je rencontre un opérateur du CEP. Je veux développer des compétences, donc j'ai besoin de me former. Comment ça marche? Je suis salarié, est-ce que c'est mon entreprise qui va financer? Est-ce qu'il faut que je me le finance moi-même? J'ai entendu parler du CPF. Est-ce que je peux tout faire avec mon CPF? Mais c'est compliqué. Entre ceux qui ont le logo CPF, ceux qui l'ont pas. Je comprends pas bien la différence entre les formations diplômantes, qualifiantes, certifiantes. Donc j'ai besoin d'aide. Voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles vous pouvez rencontrer un opérateur du CEP. Je veux me reconvertir, ça passe par de la formation. Je veux donc obtenir ce qu'on appelle un congé formation, si on peut parler vulgairement, qui s'appelle aujourd'hui la période de transition professionnelle. Je veux me reconvertir. Ça doit passer par une commission, si j'ai bien compris. Comment ça se passe? Qui c'est qui peut m'aider? L'opérateur du CEP pour pouvoir passer devant cette commission. Et si le dossier passe et est accepté, pouvoir partir en formation avec maintien du salaire et financement de la formation.
Je veux créer une activité, une entreprise. Je veux qu'on m'aide. Ben, je reprends rendez-vous avec un opérateur du CEP, alors qui, la plupart du temps, va aussi ensuite vous faire rencontrer les opérateurs de la création. Voilà. Mais dans un premier temps, au moins déjà valider que c'est une orientation pour laquelle vous avez des atouts, peut-être déjà des compétences et vous mettre en rapport avec le bon interlocuteur pour ce projet de création. La certification professionnelle, bah, c'est parce que vous désirez éventuellement faire une validation des acquis, donc vous voulez vérifier que vous ne vous trompez pas dans les démarches à mettre en place. Et puis évidemment, comme on en a déjà parlé, la mobilité interne ou externe. Vous voulez changer d'entreprise, vous êtes en recherche d'emploi, vous voulez évidemment trouver un poste. Bah, tout cela, les opérateurs du CEP le font. Alors, il y a des opérateurs du CEP qui ont en plus des offres d'emploi, comme Pôle emploi et l'APEC. Ah, donc, eux vont d'autant plus facilement vous accompagner sur cette recherche d'opportunités qu'ils ont leurs propres offres. Vous avez des opérateurs du CEP qui n'ont pas d'offres, mais qui vont travailler vos outils, évidemment, CV, lettre de motivation, tout ce qui vous permettra de convaincre un recruteur de vous choisir. Qu'est-ce qu'on y trouve? Bah, évidemment, un conseil individualisé. Hein. Si c'était pour vous faire que du collectif, vous dire on vous inscrit sur une réunion, voilà, puis merci, au revoir, ça n'aurait aucun intérêt. Chaque parcours est différent, chaque projet est différent. C'est individualisé, mais évidemment, c'est individualisé également sur le temps qui vous sera consacré. Donc, le conseil en évolution professionnelle peut se faire en un rendez-vous, mais il peut y avoir aussi un accompagnement sur la durée pour justement prendre en compte votre situation par rapport au marché et par rapport à votre projet professionnel. Ah, l'objectif étant que vous ayez un projet avec un plan d'action co-construit avec le consultant qui permet de mettre en place à court et moyen terme ce plan d'action pour aboutir à votre projet professionnel. D'où le fait que ce soit évidemment prévu que vous puissiez rencontrer des consultants pas trop éloignés pour justement pouvoir le rencontrer assez régulièrement sans trop perdre de temps, surtout si vous êtes en activité. Voilà. À l'APEC, comment ça marche? Si vous dites, OK, je veux faire un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, bah, la plupart du temps, ça fait que c'est comme sur les autres sites, possibilité de prendre un rendez-vous en ligne. Vous allez sur moncep.org et on va, en fonction de votre statut, donc vous voyez quand on vous dit est-ce que vous êtes cadre, est-ce que vous êtes travailleur handicapé, etc. Voilà l'opérateur du CEP qui est votre interlocuteur. Comme j'expliquais, ce n'est pas parce que vous avez choisi cadre que c'est nécessairement l'APEC. Vous pouvez choisir un autre opérateur pour les personnes salariées. Vous êtes en activité, vous êtes salarié, vous pouvez tout à fait choisir un opérateur qui sera plus proche localement. Vous êtes handicapé, vous pouvez choisir aussi le Cap emploi plutôt que le Pôle emploi ou l'APEC. Voilà, c'est en fonction des différents statuts que vous pouvez avoir. Vous choisissez celui qui vous semble le plus approprié. Parfois, c'est aussi une question de date. Les personnes disent bah, j'ai pris l'opérateur le plus proche en termes de disponibilité. C'est mieux d'être accompagné par le même opérateur du CEP plutôt que de passer de l'un à l'autre. C'est pas interdit évidemment, mais voilà, autant être accompagné dès le départ par le même. Donc parfois, il faut bien, voilà, bien interroger l'opérateur pour savoir si c'est bien lui qui pourra nous accompagner par rapport à notre projet professionnel. J'ai 5 minutes d'avance, donc on a 20 minutes pour répondre aux questions. Si c'est les 5 minutes que j'ai pas pris pour répondre aux premières questions, donc je suis tout oui. Est-ce que Karine, tu as des questions? Alors, j'essaye de répondre au fur et à mesure. Il y en a quand même pas mal. Tant mieux. Je vais te donner celle où j'ai encore pas eu le temps de répondre parce que Mmh. ça fuse un petit peu. Alors attends, je reprends un peu. Ah, je peux remonter aussi peut-être. OK.
Je suis cadre en dispo de la fonction publique et en recherche d'emploi. Puis-je avoir le CEP? Alors, pour les cadres de la fonction publique, le CEP ne passe pas à travers les opérateurs du CEP, mais normalement à travers un service spécifique lié aux collectivités territoriales, d'État ou hospitalier. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas non plus être reçu par un des opérateurs du CEP, par exemple l'APEC. Vous allez me dire, il parle toujours de l'APEC, mais bon, je parle que de ce que je connais. À l'APEC, on reçoit des cadres de la fonction publique. Ce ne sera pas dans le cadre du CEP, mais on propose évidemment nos services. Et le cadre aura à peu près les mêmes services que dans le cadre du CEP, puisqu'on accompagne de toute façon quand même du public cadre, même s'il ne l'utilise pas, entre guillemets, dans le cadre du CEP. À Pôle emploi, vous serez reçu tout de même, même si voilà, vous ne pouvez ne pas être allocataire de Pôle emploi. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez évidemment être reçu par le Pôle emploi sans avoir que ce soit dans le cadre du CEP. Donc on voilà, on n'est pas sans solution, même quand on vient de la fonction publique territoriale, mais on n'a pas le tampon CEP dans ce cadre-là quand on va chez un de ces opérateurs. Ok. Sur mon CV, je ne mentionne ni mon âge ni ma date de naissance. Ce serait rédhibitoire quand nous avons passé 50 ans. Une grande question, hein. C'est une grande question, on pourrait passer l'après-midi. Ouais. Doit-on mettre son âge ou pas sur un CV? Alors, il y a autant de règles et vous aurez autant de réponses que de consultants à l'APEC, et encore plus si on y rajoute les consultants de Pôle emploi ou des missions locales. Euh, moi, je, moi, je dis toujours, l'âge, de toute façon, il se devine. Hein. Si vous avez votre CAP en 78, il y a de fortes chances que vous ayez plus de 50 ans. Donc, c'est de toute façon quelque chose qu'on devine. Et je dis toujours, sur un CV, la première chose qu'on va voir, c'est ce que vous avez voulu cacher. Donc, s'il n'y a pas d'âge sur un CV, on se dit, tiens, je vais investiguer le CV d'autant plus attentivement pour essayer de deviner son âge. Donc, voilà, je ne vous dirai pas, faut le mettre, faut pas le mettre. De toute façon, comme je l'expliquais, un recruteur, si on peut lui raconter ce qu'on veut, il ne veut pas de personnes de plus de 50 ans. S'il n'y a pas votre CV s'il n'y a pas votre âge sur le CV, qu'après avoir reçu, il décide de ne pas vous choisir parce que vous avez plus de 50 ans, vous aurez perdu du temps et lui aussi. Voilà, donc on peut le cacher, hein. J'interdis pas aux gens de ne pas mettre leur âge sur le CV. Je suis pas sûr que ce soit un moyen de convaincre un recruteur qui ne veut pas de personnes de plus de 50 ans de recruter. Donc, voilà, chacun fait ce qu'il veut en la matière. On a des questions, Stéphane, sur constatez-vous une. Je ne sais pas si tu peux y répondre parce que c'est peut-être ça demande des précisions. Constatez-vous une amélioration de l'emploi des seniors ces dernières années compte tenu du contexte? Quelle est la moyenne, tout secteur confondu, de recherche d'emploi d'un senior? Pardon. Alors, je peux répondre à la question oui. On voit une amélioration, puisque comme je l'expliquais, il y a une quinzaine d'années, j'ai travaillé sur une expérimentation sur l'intégration des seniors, donc qui permettait à des seniors d'être accompagnés dès l'âge de 45 ans pour un retour à l'emploi. À l'époque, quand j'ai commencé, le taux d'activité des seniors dépassait à peine 40%. Là, on est passé au-delà des 50, pas très loin des 57%. Donc, il y a une nette amélioration. Bon, la conjoncture le permet évidemment. Hein, la conjoncture est plutôt favorable aujourd'hui pour les seniors. Après, on est très loin des pays scandinaves, hein, qui ont un taux d'activité des seniors proche des 80%. Donc, on a encore beaucoup de boulot à faire en France, mais je dirais que ça s'est amélioré. Aussi, par le fait que l'âge de la retraite ayant été repoussé, les entreprises ont aussi quand même intégré le fait qu'à 55 ans, on n'était pas proche de la retraite, on avait encore de nombreuses années à travailler. Donc ça, commence à être intégré par les entreprises. Donc oui, ça s'améliore. Répondre le taux par Ça va rapport au être taux de compliqué chômage, là. ça, je peux pas répondre. Non. Ok. Alors, je crois que j'ai vu passer un moment la Attends. question, la différence entre le CEP et le bilan de Ah oui, compétences. j'étais en train de la rechercher. Ah Ouais. ben, voilà. Alors,
Évidemment que le CEP n'est pas un bilan de compétences. La raison principale, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, le CEP est gratuit. Le bilan de compétences est sur le secteur marchand. Alors maintenant, on peut financer un bilan de compétences à travers son CPF, mais le CEP ne peut pas prétendre être l'équivalent d'un bilan de compétences, sinon le bilan de compétences n'existerait plus sous son format payant. La plupart des personnes diraient je vais aller rencontrer l'APEC ou un autre prestataire qui va me faire un bilan de compétences. Ça ne s'appellera pas comme ça, mais c'est la même chose. Donc non, le bilan de compétences, le CEP n'est pas un bilan de compétences. Une des raisons principales aussi, c'est que l'intensité du bilan de compétences, elle est de 24 heures. Oui, je suis en train de l'écrire. Ouais. L'accompagnement du CEP est dans une moindre mesure plus faible. Et puis aussi parce que le bilan de compétences s'appuie sur des tests. Voilà, cahier des charges est très clair, hein, bilan de compétences s'appuie sur des tests et tous les opérateurs du CEP n'ont pas nécessairement accès à ces tests parce qu'ils sont payants et qu'il faut former les utilisateurs de ces tests. Donc ça a un coût. Donc voilà pourquoi le bilan de compétences tout simplement est payant et que ni l'APEC ni les autres opérateurs peuvent prétendre vous faire un accompagnement qui sera un équivalent au bilan. Après, évidemment que l'APEC, qui a fait des bilans de compétences, a des outils bilan et peut accompagner toute personne sur son projet professionnel, mais jamais un consultant de l'APEC vous dira venez chez nous, ne faites pas de bilan, on va vous faire ça à la place. Évidemment que non, c'est un outil qu'on peut utiliser avant de venir voir un opérateur du CEP ou après aller voir un opérateur du CEP qui vous a confirmé qu'en effet le bilan était peut-être la solution à l'instant T pour vous permettre de réfléchir à votre projet. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Karine? Attends, parce que j'essaie de répondre en même temps. Alors, je ne sais pas si tu as répondu à la question. Y a-t-il une limite dans l'utilisation du CEP? Combien d'heures pour l'accompagnement du CEP? Y a-t-il une limite? Non, Ouais. ce sera autour de quelques rendez-vous, mais Voilà, il n'y a pas de limite dans il n'y a pas de l'utilisation du limite. CEP. Vous pouvez faire autant de CEP que vous voulez avec tous les opérateurs dont vous avez envie. Alors, il faut savoir que dans le cadre du CEP, comme c'est l'État qui gère, on vous demande votre numéro de sécurité sociale, ce qui permet de centraliser quelque part les demandes que vous faites. Donc, vous pouvez rencontrer plusieurs opérateurs du CEP, mais chaque opérateur du CEP aura l'historique de ce que vous avez fait auparavant avec un autre opérateur du CEP. Il n'y a pas de limite en heure, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Maintenant, on peut estimer que normalement, sur un projet professionnel, une fois que vous avez votre plan d'action, voilà, c'est pas nécessaire de revoir votre consultant toutes les semaines pour faire le point. A priori, l'objectif, c'est de vous rendre autonome dans la mise en place de ce plan d'action. Après, il n'y aura pas 24 heures d'accompagnement comme un bilan. Il y a une Voilà, différenciation à faire quand même en termes de durée. c'est ça. Voilà. Les opérateurs du CEP ne peuvent pas vous consacrer 24 heures, voilà. En tout cas, pas à tous, hein. Alors, il peut y avoir des projets plus ou moins longs, mais en tout cas, il n'y a pas les 24 heures que vous avez nécessairement dans le cadre du bilan de compétences. C'est pour ça que je dis aussi, attention quand vous choisissez le bilan de compétences, choisissez bien un prestataire de bilan qui affiche 24 heures. C'est pas parfois le cas sur mon compte formation où il peut y avoir des bilans parfois plus courts. Il ne faut pas prendre un bilan parce qu'il est moins cher, parce qu'il est plus court. Il faut vraiment choisir un bilan de compétences qui fait 24 heures. J'ai une question apparemment de quelqu'un qui... je crois que tu as répondu. Par quelqu'un qui est accompagné par Pôle emploi, oui, vous pouvez être accompagné par Pôle emploi et par l'APEC en même temps. Ça n'a pas de... Oui. Voilà, on est complémentaires, je dirais. On ne va surtout pas vous dire, ah ben non, vous êtes déjà suivi par un autre prestataire. Parfois même, on peut être accompagné dans le cadre d'un licenciement par un cabinet. Voilà, c'est tout à fait possible. Et tout de même, solliciter un opérateur du CEP. L'objectif, évidemment, c'est qu'on ne se marche pas sur les pieds et qu'on ne fasse pas la même chose. Ça, il faut éviter les redondances surtout. Ça ne sert à rien de... Voilà, tout simplement. On a des questions sur les aides aux employeurs. Stéphane, je sais.
Ça, si tu peux aller là-dessus, Alors pour mais l'instant, les aides à l'embauche, alors sur les aides à l'embauche, en réalité, il y en a quasiment plus. Alors, il y a le CDD senior, mais voilà, il y a aujourd'hui quasiment pas d'aide à l'embauche, mais à part pour les personnes en situation de handicap. En tout cas, sur le statut senior, ça permet pas d'aide à l'embauche. Alors c'est une grande question, l'aide à l'embauche pour les seniors. Est-ce qu'il faut l'instaurer? Est-ce qu'il ne faut pas l'instaurer? Bon, il existe par exemple des aides à l'embauche, comme je disais, pour l'embauche d'une personne handicapée, qui se justifient en disant oui, mais ça peut avoir un coût pour l'entreprise parce qu'il faut mettre en place du matériel spécifique pour intégrer cette personne qui a une situation de handicap. Il peut y avoir un coût pour l'entreprise, donc ce coût, il est pris en charge par l'aide financière. Si on imagine qu'on fasse la même chose pour les seniors, l'entreprise peut entendre: ah, alors si vous me donnez une prime, c'est que la personne n'est pas aussi compétente et que c'est un coût pour moi d'embaucher un senior. Donc pour moi, à mon avis, ce serait contre-productif qu'on dise aux entreprises: allez, je vous donne une prime parce que vous embauchez un senior. Moi, si on me donne de l'argent pour embaucher, c'est que je me dis, il y a un piège. C'est que la personne n'est pas aussi compétente qu'une autre personne. Donc c'est très risqué, entre guillemets, cette prime senior. Donc, je pense qu'il faut d'autres moyens aujourd'hui encore pour encourager les entreprises à embaucher des seniors. Elles y viennent, hein, elles commencent à découvrir de plus en plus l'intérêt d'embaucher un senior et puis surtout l'intérêt de ne plus s'en séparer. Voilà. Par rapport à la nouvelle génération dont les entreprises découvrent qu'elles sont parfois un petit peu plus difficiles à fidéliser. Voilà, il n'y a pas ce problème-là avec les seniors, hein, c'est rare qu'un senior qui en retrouve un poste à 58 ans dise ouais, j'ai été voir encore ailleurs pour voir si c'était mieux, plus cher ou mieux payé. Non, c'est souvent qu'on reste sur ce poste-là jusqu'à la fin. Donc il y a entre guillemets plus facile de fidéliser quand on embauche un senior. Donc il y a, voilà, il y a aujourd'hui plus un travail à faire auprès des entreprises, d'où en ce moment ce que fait l'APEC auprès des entreprises pour les convaincre qu'au-delà de 50 ans, on n'est pas obsolète. Et c'est aussi grâce au cadre, hein, c'est pour ça que je dis vraiment aux cadres, aux personnes, aux seniors, pour les cadres, n'hésitez pas à vous inscrire sur nos ateliers parce que c'est le moyen de convaincre un recruteur que c'est plutôt lui qui va gagner de l'argent sans avoir de prime grâce à l'embauche d'un senior. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il nous reste encore 8 minutes pour y répondre. A priori, je Je suis regarde. inscrite à Pôle emploi, Hmm. puis je fais un CEP pour un meilleur suivi, mais de toute Oui, façon, oui, c'est la réponse à laquelle ouais, tu l'avais fait tout à question à l'heure. laquelle j'ai tout répondu. Ah, excuse-moi, je C'est oui. répondais en même Hmm. temps ailleurs, Non, ouais. mais pas, Ouais. pas de souci. Oui, oui, on peut, comme je disais, c'est complémentaire. Ouais, c'est complémentaire, ouais. Alors, on ne remplace évidemment pas le Pôle emploi, hein, pour tout ce qui peut être convocation et atelier. Évidemment, il ne faut pas répondre à Pôle emploi, laissez-moi tranquille, je suis accompagné par l'APEC, je fais un CEP avec eux, c'est complémentaire, mais le Pôle emploi reste l'organe officiel de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Ouais. Attends. Je suis d'accord avec Thomas. Oui, j'allais dire la même chose. Voilà, oui, oui, mais hein, Ouais, c'est pas évidemment l'objectif de l'atelier, c'est pas de vous dire ah, il n'y a pas de souci, bien sûr. affichez que vous êtes senior, vous êtes attendu. Non, non, évidemment qu'en France, cette classe d'âge est la plus faible en termes de taux d'emploi. Il y a encore de gros efforts à faire. Comme je disais, ça va en s'améliorant, pas aussi vite qu'on le voudrait et que la France le voudrait et que surtout les seniors le voudraient. Il y a un gros travail à faire Ouais. encore auprès des entreprises pour les convaincre qu'un senior, c'est une richesse et non pas un handicap sur un recrutement. Mais ça s'améliore aussi par le fait que les entreprises n'imaginent plus maintenant des recrutements pour 20 ans. Voilà, elles ont pris l'habitude aujourd'hui
qu'il y a un gros turnover quelque part, que les gens restent 2-3 ans en moyenne, surtout les nouvelles générations, les tranches d'âge plus jeunes. Donc maintenant, dans l'esprit de l'entreprise, c'est tout à fait possible d'embaucher un senior à 55 ans, même s'il part en retraite à 60 ans, et embaucher un senior à 58 ans, même s'il part en retraite à 63 ou 64 ans. Pour l'entreprise, c'est déjà quasiment 5 ans d'assuré. Elle ne peut même plus se dire, en embauchant quelqu'un de 30 ans, je l'ai pour 10 ans. Non, ce n'est plus la règle. Donc il y a sur cette partie-là quand même un changement d'état d'esprit des entreprises. Est-ce que le congé de transition pro est possible dans la fonction publique, le CTP? Non, non, Non. non. En tout cas, pas par le biais de transition pro. Il y a toujours des possibilités évidemment de Avec, partir en formation, mais avec le avec système spécifique, voilà, des collectivités territoriales de l'État, mais on ne peut pas solliciter la période de transition professionnelle dans le public. De la même façon pour le CPF, c'est plus difficile dans le public que dans le privé. Dans le public, on a même encore des heures, alors que dans le privé, ce sont des euros. Ok. Est-ce qu'il nous reste 3 minutes si on peut prendre une dernière question? Il y a quelques personnes qui ont mis dans les questions des questions, du coup. Ah, effectivement. Ah oui, il y a 15 questions. Alors, peut-être. Ouais. Du coup, on était sur le chat, mais alors attendez. Ah bah c'est combien d'heures l'accompagnement CEP? Bah, je Ouais, crois qu'on a bon, on y a répondu. répondu. Ouais, L'APEC peut-il nous conseiller un organisme sérieux si on doit faire un bilan de compétences? Non. C'est toujours, oui, c'est une question qu'on a régulièrement et pour laquelle c'est Ouais. difficile. D'abord parce Mmh. qu'on a été souvent, on a été pendant un temps concurrent, On donc a on fait peut des nous bilans de voilà, compétences longtemps, ouais, donc voilà. ce que je vous invite à faire par contre, c'est effectivement de rencontrer au moins 2 ou 3 organismes, pour, voilà, vous rendre compte de leur façon de travailler, leur expertise également au niveau de l'emploi cadre et puis, du feeling aussi, hein, que vous pouvez avoir avec, ces organismes. Mais on ne vous conseillera pas des organismes, plus que d'autres. Certains centres APEC ont le listing des organismes, en tout cas, de la région, hein, ce qui vous permet de les contacter également. Alors, il y a un premier niveau d'information déjà sur mon compte formation. Évidemment, vous aurez les prestataires. Comme je le disais, ben, choisir plutôt ceux qui font 24 heures sur un tarif qui est en une fourchette entre 1800 et 2300 euros. Là, je parle pour la province. Euh, c'est déjà une idée, voilà, pour le bilan. Ensuite, voilà, il faut effectivement, comme disait Karine, interroger le prestataire, parce que ce qui est difficile, c'est qu'on peut avoir des échos favorables d'un organisme, parce que la personne, voilà, fait des bilans de qualité, et que cette personne peut Mmh. entre-temps changer de prestataire, sans qu'on le sache. Et donc voilà, bah, peut-être que la qualité sera moindre après son départ et qu'elle, elle va créer son propre cabinet, et voilà, qui fait que le bilan sera de qualité, mais on ne le saura qu'avec le temps. Et donc c'est extrêmement difficile. Et puis on se doit aussi d'être neutre, donc il n'y a pas de raison qu'on encourage un prestataire plus qu'un autre. On peut avoir des échos, évidemment, hein, on peut avoir des échos de la part de cadres qui viennent nous voir et nous disent bon, j'ai fait un bilan là, c'était plutôt satisfaisant. Mais pouvoir avoir une liste exhaustive et mettre des notes pour chacun des prestataires, malheureusement non. Sur le site Mon compte formation, vous l'avez. Vous avez une petite note qui est donnée. Vous avez le nombre de personnes qui ont répondu au questionnaire et qui ont mis une note. Voilà, c'est un premier niveau Mmh. d'info, mais il n'est pas le seul. Ok. Je regarde. Les profils des postes pour les seniors les plus Ouais. demandés. Bah, il n'y a pas de réponse parce qu'en fait, les profils des seniors les plus demandés, c'est les profils des postes les plus demandés. C'est-à-dire là où il y a des difficultés de recrutement, on embauche des seniors. Là où il y a peu de difficultés de recrutement, le taux voilà, le taux d'activité des seniors sera peut-être moindre, et le un senior pas nécessairement choisi en priorité. Mais il y a des postes sur lesquels voilà, les entreprises ont du mal à trouver en ce moment, des comptables par exemple, ou des contrôleurs de gestion. Donc on peut tout à fait avoir ses chances en tant que senior.
Bon, je crois que Les prestataires dans les Bouches-du-Rhône, voilà, on va pas être en capacité d'y répondre, oui, j'en parce suis que désolé. ouais, désolée. Nous Nous sommes sommes pas de assez cette loin des région. Bouches-du-Rhône. Ouais, ouais, mais vous l'aurez sur le site Ouais, sur le cep.org, vous aurez ouais, cep.org, vous mmh, aurez toutes mmh, les réponses, ouais. ouais, sur, je vais vous remontrer le slide, voilà. Ouais. Mon-cep.org, vous aurez le prestataire en fonction de votre région. Mmh. Quand le CEP préconise le bilan de compétences, ne pensez-vous pas qu'il choisit la facilité de simplifier son rôle d'accompagnement? Non, Difficile en de vous fait, répondre. c'est difficile d'y répondre, mais en tout cas, pour moi, on n'est pas tout à fait sur les mêmes besoins, en fait, hein, quand on est dans un CEP ou un bilan de compétences, pour en avoir fait une vingtaine d'années, des bilans. Pour moi, on fait un bilan de compétences vraiment quand on est dans un flou artistique, hein, quand on veut creuser des nouvelles pistes ou quand on est complètement perdu, on ne sait plus ce qu'on veut faire, on ne sait plus, effectivement, si on veut continuer, le métier, qu'on appréhendait jusqu'alors. Et effectivement, les 24 heures, enfin en tout cas 17 heures de face à face minimum, sont nécessaires pour vraiment faire un point approfondi. Et comme le disait Stéphane tout à l'heure, on ne fait pas le même point entre 17 heures, de travail, auprès d'un consultant, qu'un accompagnement CEP de quelques heures. Voilà, on est Tout à vraiment fait. sur l'approfondissement pour moi, hein. C'est vrai que la différenciation sera là. Et l'opérateur CEP peut prendre le relais de toute façon à l'issue du bilan ou même pendant le bilan, Bien sûr, sur la partie, marché mmh, ou, exactement. formation. Donc l'opérateur du CEP, voilà, il va quand même jouer son rôle, Mmh mh. mais pas nécessairement en effet, sur cette partie, bilan, pour lequel, comme on l'expliquait, de toute façon, il y a des outils beaucoup plus importants en Oui, densité et plus adapté. donc a priori plus adaptés. Mmh. Ouais. OK. On a des personnes qui Puis font leur bilan de compétences, auprès d'organismes et qui, comme le dit Stéphane, reviennent nous voir pour l'analyse de leur marché, pour, voilà, investiguer le projet en tout cas, hein, mmh, pour, mmh, mmh, regarder la faisabilité du projet parce qu'effectivement au niveau de la PEC, on a un certain nombre de données, hein, qui peuvent vous aider à en tout cas, à approfondir vos pistes, tout simplement. mmh. Voilà, Sabine. Bon, je crois on va devoir, On arrêter. espère qu'on a répondu à toutes les questions, mais de toute façon, en effet, le temps nous est imparti. Nous sommes arrivés, au bout de notre voyage. Merci d'avoir, voyagé sur CEP Airlines avec Merci à vous. Karine, Mmh. et moi. N'hésitez pas évidemment, pour ceux qui sont cadres, ou jeunes diplômés, de voilà, prendre un rendez-vous avec, l'APEC, quel que soit le lieu où vous habitez. Nous répondrons, aux questions qui sont les vôtres et puis, bah, peut-être à bientôt sur d'autres, webinaires sur le CEP. Bien sûr, n'hésitez pas à Mer aller voir le site, oui. Voilà. Mmh. Merci de votre participation et